Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Magharibi. Quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Ça n'arrive certainement qu'en Algérie, le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani, en poste, on le rappelle, depuis novembre 2021, a été donc limogé très tard hier soir, très tôt, même dans la news alentour de minuit, donc hier soir par un communiqué de la présidence, d'ailleurs qui n'a pas spécialement expliqué, qui n'a pas expliqué les raisons de cette décision. Elle est toutefois intervenue peu de temps après la publication, notamment par le site du journal privé En-Nahar d'une information annonçant l'expulsion imminente de l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis à Alger, après apparemment, donc entre guillemets bien sûr, des éléments que vous pouvez retrouver notamment sur l'APS, l'arrestation de 4 espions émiratis qui opéraient pour le compte du Mossad, le service de renseignements extérieurs israélien. L'information a bien évidemment été largement relayée sur les réseaux sociaux et a été retirée très rapidement du site à la suite d'un démenti catégorique du ministère des Affaires étrangères algérien. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères rejette en bloc les informations dénuées de tout fondement relayées sur les réseaux sociaux et par certains médias, en l'occurrence un média, An-Nahar, selon lesquels le ministère aurait sommé l'ambassadeur émirati de quitter le territoire national et réaffirme que ces informations sont fausses et infondées et que les communiqués du ministère sont la seule source d'information, donc a indiqué ce communiqué. Le porte-parole du ministère a souligné la solidité des relations privilégiées algéro-émiraties établies entre les deux pays et peuples frères, mettant en relief le souci commun de les hisser au plus haut niveau. Voilà ce qu'on peut lire notamment au sein de l'APS. Alors plusieurs questions qui se posent. Comment est-ce possible de limoger un ministre à minuit? Une presse qui annonce une information, comme un peu partout dans le monde, parfois les presses se trompent, les journalistes envoient des fakes. Pourquoi? Tout simplement, il n'y a pas eu un erratum, tout simplement, une presse qui serait exprimée le lendemain ou quelque temps en disant excusez-nous, voilà, c'est une fausse information. C'est la diplomatie algérienne qui intervient pour limoger un ministre. Donc, on va essayer de comprendre si cela vraiment est faux. Pourquoi est-ce que la présidence, pourquoi est-ce que le ministère des Affaires étrangères algérien prend de telles décisions? Encore une fois, une réaction certainement disproportionnée. On va y revenir avec nos invités. L'Arabe, l'autorité qui régule l'audiovisuel en Algérie, en général se prononce très rapidement, parfois pour des futilités. En l'occurrence, on ne l'a pas entendu sur ce cas. Donc, on va se poser aussi cette question. Supposons que l'information est fausse. Est-ce que, éventuellement, c'est l'ambassadeur des Émirats à Alger qui a décidé de limoger le ministre de la Communication? On va revenir aussi sur les relations entre l'Algérie et la France qui prennent des proportions pas possibles maintenant depuis quelques mois. Dernièrement, l'hymne avec ce troisième couplet. Il y a l'affaire qui a fait une affaire d'État, limite incidence diplomatique, Amira Bouraoui, entre autres. En tout cas, on va essayer de comprendre aussi la position de l'Algérie, le président algérien qui revient de Russie. Et selon les observateurs, les analystes, les militants ont aujourd'hui, c'est clair, même si Abdelmejid Tebboune annonce souvent que c'est un pays non aligné, souverain, bien aujourd'hui on peut comprendre que l'Algérie a pris tout de même sa position, notamment après cette visite en Russie où il s'est approché énormément de la Russie, vu qu'on sait très bien qu'il y a aujourd'hui 2 clans. Il y a la Russie et d'un côté notamment les États-Unis et l'Occident. Et puis on essaiera de comprendre, est-ce qu'il n'y a pas panique à bord au niveau de la présidence? N'y a-t-il pas un clan qui tente justement de déstabiliser, de mettre des bâtons dans les roues au sein du pouvoir actuel dirigé? En tout cas, on va essayer de comprendre, est-ce que réellement il tient les rênes, Abdelmajid Tebboune. Avec nous pour en parler, Nora Bekouche, médecin, militante politique. Bonsoir Nora Bekouche. Bonsoir à tous les spectateurs. Merci d'être avec nous. Journaliste, militant politique, membre de Riposte International, Boukhalifa Ben Mahamar, bonsoir. Bonsoir Chavan, bonsoir Dr Bekouche, bonsoir à tous vos téléspectateurs et merci pour l'invitation.
C'est moi qui vous remercie et va venir nous rejoindre Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Est-ce que Maître Rahmoun est avec nous? Pas encore, on va tenter de le joindre. Boukhalifa Ben Maamar, je vais commencer par Nora Bekouche. Nora Bekouche, aujourd'hui, on a en Algérie, encore une fois, c'est très rare d'entendre ça, on a une présidence qui, comme ça, limoge un ministre en pleine nuit suite à une information qui sort dans un média, comme ça peut arriver un peu partout dans le monde. Toutes les presses, parfois, racontent des bêtises sur des ambassadeurs, sur des pays, sur des ministres aussi. Comment vous expliquez ça? Pourquoi de telles proportions? Beaucoup d'interrogations, effectivement, parce que de par l'introduction, Chaben, que vous avez de par votre introduction, en fait, c'est vrai que des fois, il y a des informations fausses sur la tête, on peut faire un démenti, tout. Mais ces proportions-là en disent long sur éventuellement ce qui se passe un peu en Algérie. Là, c'est... ça soulève beaucoup de questions. Également, honnêtement, pour ma personne, ma peur pour mon pays, elle augmente de plus en plus parce que ça devient un terrain à la fois d'intimidation, d'amateurisme réellement, et en même temps, c'est un Nora Bekouche, je crois qu'on a un petit souci de son avec vous. On va tenter de vous rappeler, hein, même si vous nous disiez que ça en disait long effectivement sur le fonctionnement, et peut-être on va y revenir dans un deuxième temps. Est-ce que là-haut, au sein du pouvoir, il n'y a pas justement un autre clan qui est en train de déstabiliser la diplomatie algérienne, même si on évoque maintenant depuis plusieurs temps que c'est une diplomatie qui ne sait pas trop où se positionner, qui navigue plutôt à vue. Boukhalifa Ben Maamar, d'ailleurs, vous êtes un homme d'information aussi, journaliste. Combien de médias publient aujourd'hui? En plus de ça, on est en 2023. Tout le monde se dit informateur, tout le monde donne des informations, tout le monde est plutôt journaliste. Comment vous expliquez qu'en pleine nuit, la présidence de la République limoge un ministre? Je voudrais juste apporter un rectificatif. Je suis un journaliste citoyen, donc je n'ai pas ma carte professionnelle comme vous, cher ami. Par contre, c'est vrai que l'une des constatations qu'on peut faire, c'est qu'il y a une désorganisation à tous les échelons. Parce que ce type d'information en général doit être divulgué, mais on rajoute toujours les sources autorisées ou les sources qui sont au fait au-dessus. En dehors des services de sécurité qui doivent mener l'enquête et rendre des comptes au pouvoir politique, qui lui doit prendre la décision politique qui concerne l'expulsion ou l'éloignement des diplomates qui sont impliqués dans des activités d'espionnage. Mais là, c'est toute la machine qui paraît complètement grippée. Donc, si on reprend la genèse de ce qui s'est passé, on peut se poser la question à juste titre d'ailleurs, quelle a été la provenance. Donc le fake, s'il s'agit d'un fake, par qui et dans quelles conditions il a été divulgué. Et dans quel but? Donc il faut remplacer la question dans leur contexte. Je vous en prie. Ce que je voulais peut-être essayer de vous faire réagir dans un premier temps. S'il s'avérait que tout ça était faux, pourquoi est-ce que la présidence de la République, encore une fois, se mêle de ce dossier? Au pire des cas, on aurait pu entendre l'arabe, l'autorité de régulation, qui pourrait dire attention à ne pas raconter de bêtises, faites attention. Vous voyez, peut-être dans un état un peu normal, si le pouvoir algérien s'en mêle en pleine nuit, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche. Mais si vous voyez, si vous me permettez l'expression, ça peut être un néologisme. En Algérie, il n'y a pas eu une institutionnalisation des fonctionnements démocratiques. Donc, si tant est peu qu'il y en ait eu, donc on est pratiquement dans le processus de désinstitutionnalisation.
puisque là, on voit le président partout, qui essaie d'être partout, qui qui relègue son premier ministre, qui relègue ses ministres et qui relègue les institutions entre parenthèses d'une république qui est censée être égalitaire et juste, qui les relègue au stade de simples collaborateurs, voire moins par moment. Donc, l'intervention du président, de la présidence pour ça, vous savez, hein, il y a à boire et à manger dedans, mais en tous les cas, cela dénote aussi d'une profonde désorganisation de peu d'institutions qui restent, à savoir la présidence, une autorité de la régulation qui n'existe que pour justifier sa présence et aussi pour une consommation externe. C'est-à-dire que nous ne faisons pas de décision politique concernant des médias et l'information. Il ne faut pas oublier qu'un ancien journaliste, pas très récemment, qui a été ministre de l'Information, a pris position contre les journalistes, a pris position contre pratiquement toute pratique libre de la. Mais en tous les cas, dans un pays où l'étau sur l'information est resserré de la sorte, que voulez-vous qu'il y en ait? C'est-à-dire que ce journal qui a pris la responsabilité de publier une information comme celle-là, quels sont, et on peut se poser, encore une fois à juste titre, sur quoi s'est-il appuyé, sur quelle source s'est-il appuyé pour publier cette information. Ça, c'est un problème. L'autre problème, et vous le soulignez aussi, c'est l'intervention, c'est l'omniprésence du président Tebboune à prendre les décisions. Il est à la fois Premier ministre, à la fois ministre de la Justice, à la fois ministre lui-même de la propagande, tant il dessert et resserre à foison les titres de qui c'est qui est journaliste et qui c'est qui ne l'est pas. Merci Boukhalifa Belmamar. Restez avec nous, elle nous a rejoint il y a quelque temps déjà. Maître Aïssa Rahmoun, vice-président de la Ligue, la Fédération internationale des droits humains, et puis aussi analyste politique. Maître Rahmoun, bonsoir. Alors vous êtes en mute peut-être ? Vous m'entendez ? Très très bien. Très bien. Maître Rahmoun, effectivement, il y a plusieurs éléments. D'abord, on a un ministre qui est limogé, notamment suite à cette information, je le disais, par le site du journal privé Nahar, d'une information annonçant l'expulsion imminente de l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Alger, qui donc survient après apparemment l'arrestation, c'est entre guillemets, c'est des éléments qu'on peut retrouver, notamment au sein de la PS, arrestation de 4 espions émiratis qui opéraient pour le compte du Mossad. Mais d'abord dans la forme, si vraiment c'était quelque chose de pas important, pourquoi encore une fois on a une réaction totalement disproportionnée pour limoger un ministre à minuit? Il en faut beaucoup. Et puis Boukhalifa Belmamar le soulignait, c'est qu'encore une fois on a une presse qui fait pas d'erratum, mais qui est même amenée à complètement effacer cette information de son site, alors qu'elle aurait pu, en tant que média, elle aurait pu le laisser. Je vous laisse apporter vos éléments. Tout d'abord, est-ce qu'il s'agit d'une manœuvre ou d'une information? Est-ce qu'il s'agit d'une manœuvre ou d'un fake news aussi? Donc la question, elle est à ce niveau. Il faut se rappeler que durant des années, c'est le propre du fonctionnement des médias, des institutions qui meublent ce qu'on appelle communément la presse ou le monde de l'information en Algérie depuis des années, qu'il y avait une norme qui s'est installée. Surtout pour ce genre de journaux sans citer de titres, où la plupart des journaux avaient des rendez-vous au soir avec le colonel Fawzi, qui est très connu dans la place d'Alger, qui dictait
les éditoriaux aux journaux. Et c'est un secret de polichinelle. Vous allez poser la question à tous les journalistes qui sont à Alger, ils vont vous dire la même chose. Donc cette norme qui s'est installée, ce genre de pratique qui s'est installée, est-ce que il y a un changement dans la pratique journalistique en Algérie. Le journal qui a rendu cette information, qui a exécuté une telle manœuvre, est connu aussi pour le fait qu'il soit un journal pas sérieux du tout. Souvenez-vous que c'était le même groupe qui avait annoncé que le Khadar Bourgar, Birahmou, était un fossoyeur, c'est quelqu'un qui a falsifié son identité, il n'était pas révolutionnaire. Le jour de son incarcération. La même tribune, le même canal du même groupe, quand Amir Khadar Bourgar, Birahmou, le jour de son décès, faisait les éloges de la même personne. Donc vous voyez un peu le fonctionnement d'un tel groupe de communication. Ça d'une part. D'une autre part, la réaction de l'arabe, de l'agence de régulation de l'information, etc., est venue pour maquiller une manœuvre d'un clan du pouvoir ou d'une tendance dont la présidence à travers le ministre de la Communication. Il faut rappeler que ce ministre, c'est très important, a commencé sa carrière en 1985 en tant qu'administrateur au ministère de l'Information et qu'il est passé par plusieurs postes dans le même ministère, à savoir entre 1994 et 1995 par exemple, il était membre de la commission interministérielle chargée de l'action médiatique vers l'étranger. C'est très important. Et il termine entre 2011 et 2013 comme secrétaire général du même ministère. Et également, il était membre de la commission permanente des experts de l'information et de la formation arabe au niveau de la Ligue arabe. Donc ce n'est pas un étranger au monde de l'information institutionnelle, mais aussi à l'information, à la communication internationale. Ça nous rappelle aussi, souvenez-vous, Chaban, le président tunisien, l'affaire Bouraoui, le limogeage du ministre des Affaires étrangères. Quand il y a un problème sécuritaire, d'ordre sécuritaire, quand il y a des fuites, quand il y a des manœuvres au cœur du pouvoir, c'est toujours les faisans fonction, les fusibles qui sautent. Merci. Et de retour avec nous depuis quelque temps. Nora Bekouche, bonsoir. Je vous laisse peut-être terminer ce que vous étiez en train de dire, mais est-ce qu'on peut parler effectivement de manœuvres peut-être d'un autre clan où cette information a été comme ça annoncée, peut-être pour déstabiliser, rendre encore de plus en plus difficile la diplomatie d'Abdelmadjid Tebboune? Fort possible, hein, de toute façon, à force d'user et d'abuser de l'informel en Algérie, que maintenant, peut-être ce régime est en train de payer un peu seul, parce que tout est, on dit la justice du téléphone fonctionne en Algérie, hein, et tout se passe. Les institutions sont là, de façade, et les donneurs d'ordre, les exécutants, tout se passe par téléphone. Donc, on sait comment la presse fonctionne en Algérie. Donc, est-ce que c'est une erreur, les sources et tout, enfin, on sait comment ça se passe. Est-ce que l'ordre est venu par un tel ou un tel? Tout est possible. Ce qui est important à soulever est que voilà, il y a un déséquilibre forcément quelque part et c'est enfin ça, comment vous dire, c'est pas voilà, ce
Émirats. Je reviens à vous, Nora Bekouche. C'est vraiment dommage, on a un petit souci de son et de connexion. On distingue un peu ce que vous dites, mais difficilement. Je reviens à vous, Boukhalifa Belmamar. Supposons que l'information est fausse. Est-ce qu'on pourrait penser que c'est justement l'ambassadeur des Émirats, donc à Alger, qui a décidé de limoger ce ministre? Vous êtes peut-être en mute. Alors, je disais que vous me posez une question qui me rend un peu perplexe, dans le sens où je peux me permettre de faire des scénarios de politique fiction jusqu'à une certaine mesure. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'arriver à rompre avec ce paradigme du clan, puisqu'au fait, historiquement, il y a un seul clan qui a pris le pouvoir en Algérie, et à l'intérieur, c'est des factions qui sont gérées par les services. Mmh. Donc, c'est la police politique qui gère, qui répartit, qui nomme, qui dégomme, et nous les connaissons tous. Et c'est la seule, je dirais que c'est la seule institution, entre parenthèses, en Algérie, où il n'y a pas de Kabyles, il n'y a pas hors Kabyles, il n'y a pas de gens de l'Ouest, ils sont tous partout, et ils viennent de partout. Et nous les connaissons tous, et nous les connaissons par leurs prénoms, nous les connaissons par leurs responsabilités dans ce qui arrive au pays. Aujourd'hui, une information comme celle-là, une manœuvre comme celle-là ne peut être faite sans l'accord des gens qui gèrent ces officines. Le drame, c'est que depuis 2015, cette même officine qui à un moment donné était un peu cohérente ne l'est plus. Depuis le départ organisé, ou si vous voulez, peu importe le qualificatif qu'on peut rajouter derrière du général Toufir. Donc c'était la Bérisina derrière. Vous parlez d'officine, vous faites allusion au corps militaire? Pas forcément. Le corps militaire n'est que aujourd'hui. Vous savez, tout ce qui est apparent en Algérie ne détient pas forcément le pouvoir. Hein. Le pouvoir réel, il est toujours embusqué, il est toujours à l'ombre. Donc ça a toujours été la police politique qui a tout géré en Algérie. Ce n'est pas demain la veille que ça va changer. Donc ça peut prendre diverses formes. Donc elle est toujours impliquée dans des choix décisionnels importants de la gestion et de l'orientation des grandes politiques du pays. Vous ne pouvez pas accéder à un poste quelconque et quel qu'il soit, quelle qu'en soit son importance, si vous ne recevez pas l'aval des services. Le problème aujourd'hui, c'est que ces mêmes services ont souffert de décisions qui ont été prises entre 2013 et 2015 les concernant. Donc ces mêmes services se retrouvent aujourd'hui plus ou moins désorganisés, ce qui explique un petit peu que ça part un peu dans tous les sens. Et puis je pense que cette rupture doit intervenir parce qu'aujourd'hui le corps militaire est une institution qui est faite essentiellement de gens qui sont appelés pour passer leur service national. Donc vous demandez aux appelés de quitter les rangs, il n'y aura pas tout le monde. Donc ça pose un autre problème. Et je pense que les décideurs réels sont ceux qu'on ne voit pas et on ne les verra pas, donc ils s'arrangeront toujours pour qu'il y ait une façade. Le chef de l'état-major n'est pas décisionnaire dans ce qu'il fait, il ne représente que sa personne à la limite, et ce qu'il prend comme décision en général, c'est des décisions qui ont été avalisées par un collège qui lui-même a reçu sa feuille de route dans une autre officine. Donc c'est les matrioshkas, c'est les poupées russes. Vous en ouvrez une, il y en a une autre à l'intérieur et ainsi de suite. Mmh. Mais je pense que cette affaire peut être révélatrice. Oui, je vous en prie. Maître Rahmoun, je reviens à vous. On va évoquer maintenant effectivement parce que c'est lié à la diplomatie un peu tout ça. Hein, c'est un peu cette diplomatie dont on parle en Algérie. Vous êtes plusieurs observateurs, analystes, militants à évoquer quelque part cette diplomatie qui
qui navigue à vue, qui a du mal un peu à se positionner. Encore une fois, on ne sait pas trop qui mène la barque. Je le disais en préambule, aujourd'hui, on a un président, Abdelmadjid Tebboune, qui parle d'une Algérie non alignée, mais encore une fois, il vient de se positionner clairement avec la Russie. Avoir votre réaction là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, réellement, l'Algérie est un pays non aligné, ou est-ce qu'elle rejoint le clan par exemple, le clan de la Russie? Et puis, est-ce que peut-être Abdelmadjid Tebboune est passé à l'acte dans ce sens, à l'insu de son plein gré? Moi, je pense que on peut pas dire que l'Algérie actuellement a rejoint le camp de la Russie. Pour le moment, elle est chez les Russes jusqu'à nouvel ordre. Beaucoup d'observateurs, beaucoup de médias aussi, notamment en France, parlaient de la visite, du report de la visite du chef de l'État en France. Et quand on connaît l'histoire aujourd'hui entre la France et l'Algérie, on voit ici tout de même, il y a de plus en plus de relations difficiles, de relations tumultueuses, avec des scénarios qui arrivent comme ça jusqu'à ressortir, on en a longuement parlé hier dans l'émission, ressortir ce troisième couplet. Alors, je veux bien peut-être que, comme vous le dites, que Abdelmadjid Tebboune rejoint pas spécialement la Russie, mais il a quand même pris une bonne position avec les moments qu'il a passés avec lui. Et puis aujourd'hui, cette visite en France, elle est très compromise. C'est ce que je disais, Chaban. Je disais, là, on ne peut pas vraiment se prononcer parce qu'on est dans une conjoncture assez particulière, effectivement, que l'Algérie est isolée sur le plan international. Quand on voit du côté d'un allié ennemi éternel qui est la France, qui a soutenu, il faut rappeler que la France a soutenu tous les régimes qui sont succédés en Algérie, et notamment le chef de l'État actuel. Souvenez-vous des déclarations de Macron par rapport à la bonne volonté, à l'engagement politique du chef de l'État actuel quant à une transition douce et apaisée, raisonnable en Algérie. C'était les déclarations de Macron. Faut-il rappeler aussi que l'un des clients de la France à travers les Émirats, en termes d'armement, de pièces détachées, de pièces de rechange, etc., à travers les Émirats, c'est l'Algérie. Donc l'Algérie est le premier client de la France et le troisième client de l'Allemagne, deuxième client de l'Italie. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le centre de l'armement qui se situe à Lyon, qui ont fait une étude dans ce sens et qui ont dit que l'Algérie est un client potentiel et l'un des premiers clients de l'Europe avant qu'il soit l'un des premiers clients de la Russie. Donc aujourd'hui, il s'agit, l'Algérie, c'est comme est devenu ce comptoir international où tous les achats qui vont dans un seul sens, parce qu'en fin de compte, quand il parle d'un chiffre d'affaires, des chiffres de 48 milliards de dollars en termes d'accord commercial avec la Russie, mais qu'est-ce qu'on vend pour la Russie? Pour parler Safakat al-Asr, c'est l'affaire du siècle, la transaction et les accords du siècle, 48 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'on vend à la Russie? Qu'est-ce qu'on vend pour les Européens, à part les hydrocarbures qui par la suite, on les rachète en d'autres formes d'énergie et de carburant. Donc aujourd'hui, l'Algérie, est-ce qu'elle s'est alignée dans la ligne de la Russie? Conjoncturellement, oui, jusqu'à nouvel ordre. Alors Nora Bekou, j'espère que le son est plutôt meilleur. J'aimerais aussi avoir votre avis un peu sur cette diplomatie. Plusieurs observateurs, des analystes, je le disais, aujourd'hui tout de même constatent que l'Algérie a fait son choix. Elle a fait un choix aujourd'hui en sortant de ce non-alignement qui est quand même plutôt annoncé. On rappelle d'ailleurs qu'Abdelmadjid Tebboune a annoncé aussi que l'Algérie était pays souverain, un peuple libre. D'ailleurs, au lendemain, on en a longuement parlé, Hassan El-Khadi a pris cher avec ses 7 ans, dont 5 ans ferme. Avoir un peu votre avis aussi sur ce positionnement de cette diplomatie, de ce pouvoir algérien dans la diplomatie en général.
Si on peut appeler ça une diplomatie, faisons comme si. Vous m'entendez? Très très bien, très très bien. Ouais. Donc faisons comme si. Jusqu'à présent, comme vous l'avez si bien dit, l'Algérie était un pays non aligné, mais de toute façon, est-ce qu'ils ont pris position ou pas? Ils se sont affichés. Hein. On peut pas, en temps de guerre, faire un voyage comme l'a fait le désigné. Sans pour autant, c'est ça aussi la diplomatie. Hein. La diplomatie, c'est afficher une position et la position, elle a été affichée. Donc côté russe. Maintenant, chacun peut l'interpréter comme il veut ou on peut l'interpréter comme comme le dit souvent Tebboune, enfin c'est l'ami un peu de tout le monde. Donc c'est pas ça la diplomatie. Vous pensez qu'il aurait vous pensez qu'il aurait peut-être pu faire preuve de diplomatie en fait. C'est ce que veut dire la diplomatie, c'est vraiment d'être présent, d'avoir des relations cordiales, d'essayer de trouver un terrain d'entente, mais sans peut-être en faire autant, afficher une telle solidité, une telle relation, limite un peu, plus, ça va au-delà même de l'amitié. Je suis pas diplomate, mais je pense que c'est le sens même de la diplomatie. La diplomatie entre pays, elle s'improvise pas. Mais là, on voit que tout est improvisé, tout est de l'amateurisme. C'est pas réfléchi, il n'y a pas une stratégie. Ça y est, on peut pas. La diplomatie fait de tel. Oui, on garde les liens avec les pays, on a des relations cordiales avec tout le monde, on a des échanges, mais on peut pas prendre une position claire comme ça, sauf si c'est vraiment la position officielle de ce régime-là. Non, là, Bécouche, vous venez effectivement d'évoquer un élément en disant, tant bien qu'on puisse appeler ça une diplomatie, donc peut-être que de fait, vous parlez aussi d'une diplomatie qui navigue à vue, voire un peu inexistante dans sa stratégie, notamment de développement, parce qu'avoir une bonne diplomatie, c'est toujours l'intérêt d'un pays, donc de son peuple. Pourquoi, selon vous, aujourd'hui, on constate peut-être cette diplomatie qui navigue à vue, qui n'est pas organisée, qui n'est pas structurée? Qu'est-ce qui manque? C'est l'absence totale d'un projet politique, l'absence peut-être d'un centre homogène de décision. D'ailleurs, Boukhalifa Ben Maman nous parlait un peu de ses officines, un peu ces poupées russes. Qu'est-ce qui fait que la diplomatie algérienne c'est multifactoriel déjà. Ouais. C'est multifactoriel, mais déjà dans un premier temps, tu peux pas avoir une politique extérieure sans avoir une légitimité intérieure. Déjà, c'est un régime. L'Algérie est isolée de par ce régime, donc c'est un régime qui est isolé. Et à l'intérieur du pays, il cherche un peu une certaine légitimité à l'extérieur. Mais de part un peu, comme je disais, c'est tellement tout est bâti sur Boukhalifa Ben Mamar l'a dit tout est sur la police politique, tout a été basé sur ça, tout est contrôlé sur ça. Tout est informel au fait, toutes les décisions, ils ont tellement abusé, c'est ce que je disais au départ, abusé et usé, que maintenant il y avait un certain équilibre jusqu'à là, il y a un déséquilibre entre à l'intérieur du pays, on le voit même à l'extérieur, et on peut pas avoir, ils sont vraiment, oui, c'est naviguer comme ça, il y a rien. Après il y a aussi les compétences, et ça vient dans un second temps. On peut pas s'improviser président de la République. C'est pas le costume, il est un peu trop grand pour ce monsieur. D'ailleurs c'est de l'amateurisme.
De l'amateurisme, dites-vous, Nora Bekouche. Boukhalifa Ben Mammar, est-ce ce qui s'est passé hier soir, est-ce qu'on peut l'imaginer demain arriver à d'autres ministres? Et on a l'impression qu'avec de tels actes comme ça, sur un coup de tête, j'ai envie de dire que les ministres n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de crédibilité. Comment vous voyez un peu cette relation? Est-ce qu'aujourd'hui les ministres craignent justement d'être... Alors c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il y a des ministres qui sont limogés, qui reviennent parfois. Ben, vous connaissez le dossier et l'histoire beaucoup mieux que moi. En fait, de toute façon, la fonction du ministre est celle d'un fusible. Je pense que le ministre remplit la fonction de fusible. Quand le circuit sature, c'est lui le premier à sauter. Et puis c'est cette culture. C'est particulier. Est-ce que c'est particulier à ces régimes dits autoritaires, dictatures? Parce que si on prend par exemple des pays de l'Occident ou d'Europe, il y a des ministres mis en examen, il y a des ministres avec des dossiers et parfois des dossiers conséquents. Hein. On pourrait passer du temps à donner des exemples en France où tous les ministres ne sont pas, où il y a quand même des dossiers derrière eux, mais c'est pas pour autant que le président limoge d'un coup. D'ailleurs, je crois que c'est jamais. J'ai pas le souvenir qu'il y a. Voilà. Est-ce que c'est pas propre à ces régimes notamment autoritaires, par exemple? Je pense que c'est surtout propre à la personne qui exerce le pouvoir ou à la logique dans laquelle il exerce. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, sa fameuse phrase parlant de son premier ministre, à la limite, il parlait d'un collaborateur. Mm-hmm. Je laisse les téléspectateurs apprécier le sens de la formule. Mais c'est aussi l'affirmation d'un précaré au niveau des décisions, c'est-à-dire que moi je suis le maître à bord, c'est moi qui vous désigne, donc vous êtes censé appliquer les consignes qui sont les miennes. Le procédé, lui, moi ne me choque pas plus que ça. Hein. On est dans un pays, mais je pense que ce n'est, pour répondre à votre question initiale, ce n'est pas propre au régime qui sont comme le régime algérien. Ce n'est pas propre à ça. Vous savez, la technique, il y avait un ministre qui avait démissionné à l'époque de Bouteflika. Eh ben, figurez-vous que la mère de Bouteflika l'avait appelé le soir même, ce ministre-là. Elle lui a dit que le président n'est pas bien et tout ce qui va depuis... Voilà, donc il est revenu sur sa démission. Eh ben, figurez-vous, moins d'une semaine plus tard, il a été démis de ses fonctions par Bouteflika. C'est-à-dire que le privilège de faire partir quelqu'un et de le jeter dans la boue reste le fait du prince. Y compris dans les démocraties. Hein. Les démocraties, en général, on dit que tel ministre a présenté sa démission. Mais dans quelles conditions elle a été présentée, dans quelles conditions ça s'est fait. Il y a un minimum de diplomatie. Maître Rahmoun, je posais cette question, est-ce que demain d'autres ministres pourraient se retrouver dans cette situation? Mais je vais même pousser un peu plus la question, est-ce que dans un tel pouvoir, avec un tel fonctionnement que vous connaissez aussi très bien, parce que je rappelle aussi que malheureusement vous avez dû quitter le pays que vous aimez tant pour des raisons encore une fois de risque, de danger, de répression, est-ce qu'on peut aussi imaginer ça peut arriver demain d'autres ministres, mais surtout peut-être que ces ministres-là, si demain le pouvoir change, en l'occurrence le chef de l'État, est-ce que ces ministres pourraient être réintégrés malgré des incidences dits dangers pour le pays? Ce n'est pas seulement les ministres, Chaban, c'est plus que ça. Vous voyez, en Algérie, la matrice, elle commence à être un peu plus claire, du moins depuis... la chute du système Bouteflika, où effectivement il y a une grave crise au sein du régime avec la déstabilisation effectivement de la police politique. Tu es général, tu quittes le pouvoir, tu rentres en prison. Tu sors de la prison, tu deviens décideur. Voilà une matrice qui est dangereuse. Imaginez, quand tu quittes en étant général-major, c'est le seul pays au monde pratiquement où il y a plus de 35 généraux-majors emprisonnés.
pour des affaires économiques, pour des affaires de traficotage d'élections, pour des affaires de haute trahison, etc., etc. Mais vous voyez un peu l'image que renvoie le cœur du régime, au-delà de ces ministres qui sont effectivement des fusibles. Tu sors de prison, tu deviens décideur. Tu quittes le centre de décision, tu rentres en prison. Donc on est dans un pays où la sécurité institutionnelle, parce que quand on évoque les institutions de l'État, ça veut dire qu'il y a des normes qu'elles soient démocratiques ou non, mais quand même il y a des normes qui sont sécurisantes, soit pour la stabilité de ces institutions, la pérennité de ces institutions qui assurent effectivement leur indépendance, mais aussi ce qu'on appelle dans le langage administratif la circulation des cadres, hein, d'un point de vue horizontal, mais aussi vertical. Dans tout ça, on ne retrouve plus cette stabilité institutionnelle en Algérie. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le système est très fragile et que ces ministres ne sont que des faire-valoir, que des faisant-fonction. Merci infiniment, merci à tous les trois. Et c'est vrai que malheureusement, on peut le dire, on entend très peu les ministres. D'ailleurs, on a même du mal parfois à retenir leur nom et leur champ d'activité, peu importe ce qui se passe. Merci à tous. Dans quelques instants, l'édito de Jamaldine Benchenou. Je vous souhaite une belle soirée.